Il n'y a presque aucune similitude entre la Terre et Jupiter. La nôtre est une petite planète toute gentille avec des plantes et des pandas mignons. Jupiter est une horreur gazeuse géante avec des ouragans furieux qui ne s'arrêtent jamais. Et si tu tombais sur cette planète, tu pourrais littéralement voler au travers. Mais que se passerait-il si notre Terre avait la taille du père du système solaire? Oh, ça va être marrant! Jupiter est une planète si grande que je parie que tu ne peux même pas visualiser son échelle. Son rayon est environ 11 fois supérieur à celui de la Terre et sa masse est environ 316 fois plus grande. Donc, pour transformer la Terre en une autre Jupiter, il faudrait multiplier son rayon par 11. Si la densité de la planète restait la même, alors la masse de notre nouvelle Terre augmenterait considérablement. En fait, elle deviendrait jusqu'à 4 fois plus importante que celle de Jupiter. Bien sûr, ces changements ne se feraient pas sans quelques accros. La toute première chose que l'on remarquerait immédiatement, non, ce n'est pas la taille, mais la gravité. Elle augmenterait d'environ 11 fois par rapport à celle de notre ancienne Terre. Les scientifiques affirment que nous pourrions effectivement survivre sur une planète avec une plus grande gravité, mais seulement si elle n'était que 5 fois supérieure à celle que nous connaissons maintenant. Admettons que nous ayons le goût du risque, toujours prêts à défier les lois de la physique. À quoi ressemblerait notre vie? Eh bien, pas vraiment à une partie de plaisir. Après chaque pas, tu devrais t'asseoir sur un banc et faire une pause, comme si tu venais de courir un marathon. En effet, il serait à ce point difficile de marcher. Oh, et bonne chance pour te relever ensuite. Pour pouvoir se déplacer d'une manière ou d'une autre sur cette planète, il faudrait devenir vraiment baraqué. Il n'y aurait plus de problème avec la malbouffe, car il faudrait être un véritable haltérophile pour atteindre le réfrigérateur. La force de gravité affecte non seulement les mouvements, mais aussi la taille de toute chose. Sais-tu que de nombreux astronautes gagnent quelques centimètres grâce à l'apesanteur dans l'espace? Donc, si tu en as assez d'être petit, voici une solution pour toi. D'un autre côté, une forte gravité nous rendrait tous plus trapus. Cela ne vaudrait pas seulement pour les humains, mais pour tout ce qui se trouve sur notre planète. Les arbres deviendraient très petits. Pour pousser vers le haut, ils doivent déplacer l'eau de leurs racines vers leurs branches, ce qui serait irréalisable avec une telle gravité. Alors ils se transformeraient tous en de petits buissons. De même, plus de montagnes. Même les plus grandes finiraient par s'affaisser. Mais au moins à présent, l'Everest semblerait à la portée de tout le monde. Cela s'appliquerait aussi aux animaux. Nos animaux de compagnie devraient rapidement évoluer en des corgis bodybuildés, juste pour pouvoir trottiner tant bien que mal. Oh, et dis adieu aux oiseaux, bien entendu. Si tu penses que tout cela ne suffit pas, ajoutons une autre chose. Il nous serait très difficile de respirer. La pression atmosphérique augmenterait de façon spectaculaire. C'est parce que la Terre commencerait à attirer l'air vers elle avec une force colossale. Tu en sentirais littéralement le poids sur tes épaules. Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos de devoir faire une pause après chaque pas. Maintenant, imagine qu'il te faudrait également respirer à travers un oreiller. Oui, et ce n'est pas tout. La pression atmosphérique joue un rôle important dans le comportement des molécules d'eau. Il serait beaucoup plus difficile pour l'eau de bouillir ou de se transformer en glace. La plupart des icebergs fondraient et il est possible que nous n'ayons plus de nuages non plus. Toute la vapeur d'eau s'abattrait sur nous sous la forme de torrents de pluie diluvienne. Nous aurions de la chance si nous n'étions pas tous submergés instantanément. Mais étrangement, il se trouverait aussi quelques avantages. Par exemple, le monde qui nous entoure deviendrait beaucoup plus spacieux. En supposant que nous ne soyons pas inondés, il y aurait même un tas de zones complètement désertes sur notre planète. Peut-être que les prix de l'immobilier baisseraient enfin. Mais ces zones inexplorées resteraient très probablement, inexplorées, puisqu'il nous serait extrêmement difficile de voyager à travers les mers et les océans. Non seulement parce que se déplacer à travers les eaux serait incroyablement compliqué, mais aussi parce que tous les plans d'eau de la planète deviendraient 10 fois plus vastes. L'idée même de se perdre dans l'océan est effrayante, mais imagine qu'il soit 10 fois plus profond et plus grand. Oh oh! Donc, plus de bateaux. Et oublie l'idée de prendre l'avion, ou de visiter l'espace un jour. Mais il semble que ce ne soit pas tout. Si la Terre avait la taille de Jupiter, des volcans se mettraient à faire rage de toutes parts. En raison de l'augmentation de sa masse, la Terre deviendrait terriblement instable. Tous les volcans éteints redeviendraient actifs, et il y aurait de la lave et des gaz toxiques partout.
En 1883, l'éruption la plus destructrice de l'histoire de l'humanité a eu lieu, l'éruption du volcan Krakatoa. Elle s'est produite sur une petite île, mais les gens de toute la planète ont pu en ressentir les conséquences. L'éruption a anéanti cette île, déclenché de nombreux tsunamis et des nuages de gaz toxiques se sont répandus sur des kilomètres à la ronde. Maintenant, imagine la même chose, mais en 10 fois pire. C'est ce qui se passerait sur notre Terre de la taille de Jupiter. Ce qui arriverait serait comparable à la chute de la météorite de Chicxulub, celle qui a éradiqué les dinosaures de la surface de la Terre. Ensuite, des gaz toxiques se sont répandus sur toute la planète, provoquant l'une des plus grandes extinctions de masse de l'histoire de la Terre. Oh, et cerise sur le gâteau, nous perdrions aussi notre champ magnétique. Le champ magnétique est très important pour la vie sur Terre. Selon Rory Barnes de l'Université de Washington, il protège la vie sur notre planète des désagréments de l'espace, ce qui signifie toutes sortes de radiations et autres vents solaires. Il existe un noyau de fer fondu au cœur de notre planète, qui est responsable de la production du champ magnétique. Si la pression exercée sur ce noyau augmentait à cause de la gravité, il pourrait se solidifier. Et à cause de cela, le champ magnétique de la Terre disparaîtrait. Nous serions alors exposés aux effets des radiations cosmiques. C'est trop effrayant pour y penser. Très bien, maintenant nous savons que vivre sur cette nouvelle Terre serait un véritable cauchemar. Mais qu'en est-il de l'espace extra-atmosphérique ? Tu as probablement entendu dire que Jupiter, grâce à sa forte gravité, nous protégeait des astéroïdes. Eh bien, c'est nous qui hériterions de ce sale boulot. Jupiter rencontre environ 24 000 impacts par an, et ce serait désormais notre destin. Tu te souviens que j'ai parlé de la météorite de Chicxulub ? Des tragédies similaires arrivent à notre planète une fois tous les 100 millions d'années environ. Mais si elle acquérait la taille de Jupiter, ces machins nous rendraient visite tous les vendredis soirs. De plus, nous devrions dire bye-bye à notre Lune. Notre satellite naturel est trop proche de nous. Donc, si la Terre grandissait, ce serait une véritable catastrophe. Nous regarderions littéralement la Lune se déchirer dans le ciel. Bien sûr, après cela, tous ces fragments s'écraseraient sur nous. Une théorie affirme qu'il y a des milliards d'années, la Lune s'est pour ainsi dire séparée de la Terre et que ces morceaux se sont rassemblés en une boule. En l'occurrence, ce serait comme regarder sa formation se rembobiner. Et même si la Lune survivait à cela, en restant en quelque sorte dans l'orbite de la Terre, les changements dans nos marées seraient tout de même spectaculaires. Les conséquences de ces altérations seraient absolument imprévisibles, mais il est plus que probable qu'une série de tsunamis en fasse partie. D'un autre côté, nous gagnerions probablement quelques nouvelles lunes. Jupiter en compte jusqu'à 79. Ce serait probablement un spectacle à couper le souffle. Si seulement les nuages de gaz de toutes ces éruptions volcaniques ne bloquaient pas la vue. De plus, l'apparition d'une deuxième planète géante aurait des conséquences importantes pour tout le système solaire. Ne t'inquiète pas, les autres planètes ne s'écraseraient pas directement sur nous. Beaucoup de gens sous-estiment à quel point les planètes sont éloignées les unes des autres. Mais toutefois, la nouvelle Terre décalerait un peu les orbites des autres planètes et affecterait leur vitesse de rotation. Et la Terre elle-même tournerait autour du Soleil beaucoup plus lentement, en raison de son énorme masse. Par exemple, une année sur Jupiter équivaut à 12 années terrestres. Tout cela, bien sûr, affecterait grandement les saisons et le climat en général. Alors, y aurait-il encore de la vie sur Terre ? C'est une question pour le moins audacieuse. Mais si un jour nous parvenons à trouver une super-Terre habitable, d'une taille proche à celle de Jupiter, il serait très intéressant d'y jeter un coup d'œil. Extrêmement chaud et follement rapide. Eh oui, c'est tout moi. Mais attends, tu voulais parler de l'espace ? Bon, d'abord, on a découvert 51 PEG-V, une exoplanète qui tourne autour d'une étoile semblable à la nôtre. Une exoplanète est une planète en dehors de notre système solaire qui tourne autour d'une étoile qui n'est pas le Soleil. Cette planète est complètement différente de tout ce que nous avons trouvé jusqu'à présent. Elle a presque le même diamètre que Jupiter, mais la moitié de la masse de cette géante gazeuse. Il ne faut que 4 jours à cette exoplanète pour tourner autour de son étoile, ce qui nous a paru incroyable. C'était définitivement trop rapide pour quelque chose d'aussi massif. Et puis les scientifiques ont commencé à découvrir ce qu'ils ont nommé des Jupiters chauds partout dans l'espace. De nombreuses géantes gazeuses brûlantes se trouvaient à seulement quelques millions de kilomètres de leur étoile. Parfois, 2 ou 3 corps spatiaux orbitaient de très près autour de leur étoile, et beaucoup étaient plusieurs fois plus gros que la Terre.
Les systèmes solaires où ils ont trouvé ces Jupiters chauds ne ressemblent pas aux nôtres. Nous avons un système bien ordonné, avec des petites planètes rocheuses à l'intérieur et de grosses géantes gazeuses à l'extérieur. Et presque toutes orbitent paisiblement autour du Soleil, en suivant leur propre trajectoire. Tout est donc en ordre. Lorsqu'une étoile se trouve dans la première phase de sa formation, elle crée un disque de gaz, de débris et de poussière autour d'elle. On appelle ça un disque d'accrétion. Ces gaz sont lentement attirés vers l'étoile en raison de ses forces gravitationnelles, et cela conduit à une sorte de tourbillon stellaire. Les parties extérieures du disque sont plus denses en gaz que le centre. Avec le temps, l'effet tourbillon devient encore plus puissant. La même chose se produit avec les Jupiters chauds, ce qui fait que ces géantes gazeuses se mettent à orbiter beaucoup plus vite que normalement. Cela les entraîne aussi vers leur étoile en une spirale de plus en plus étroite. Heureusement, notre Jupiter n'est pas devenu un Jupiter chaud. Notre géante gazeuse a commencé sa vie sous la forme d'un astéroïde glacé de la taille de la Terre, ce qui est différent de la façon dont les Jupiters chauds se forment habituellement. À l'époque de sa prime enfance, Jupiter était environ 4 fois plus éloigné du Soleil qu'aujourd'hui, quelque part entre Uranus et Neptune. Environ 2 à 3 millions d'années après sa formation dans le disque d'accrétion de notre Soleil, Jupiter a entamé une phase de 700 millions d'années que les astronomes appellent le Grand Tac. Le tac, ou virement de bord, est la manœuvre qu'effectue un bateau lorsqu'il se dirige vers une bouée et qu'il la contourne en glissant. Ensuite, il accélère et se dirige vers l'endroit d'où il vient. C'est donc ce que Jupiter a commencé à faire. Et dans ses migrations orbitales de plus en plus serrées, la gravité de cette planète aurait pu déplacer de nombreux astéroïdes et autres corps spatiaux, déformer les orbites des grandes planètes et provoquer des collisions et le chaos. Le grand tac de Jupiter aurait détruit de nombreux corps spatiaux. C'est un scénario qui aurait pu arriver, mais heureusement, Jupiter a changé de cap et est devenue la géante gazeuse pacifique que l'on connaît. Neptune, Uranus et Saturne se sont elles aussi lancées dans ce processus chaotique. Saturne est même devenue si grosse que sa gravité a commencé à éloigner Jupiter de son orbite. Mais après un certain temps, les orbites de ces géantes gazeuses se sont stabilisées. Ensuite, elles ont réussi à évacuer les gaz qui subsistaient entre elles. Et comme ces gaz servaient en quelque sorte de carburant pour la migration des planètes, Jupiter et Saturne ont finalement pu s'installer sur les orbites stables que nous leur connaissons aujourd'hui. De temps en temps, Jupiter peut encore envoyer 1 ou 2 astéroïdes glacés sur les planètes intérieures. Lorsque notre planète était plus jeune, cela a même pu être l'un des processus ayant participé à la formation des océans. Mais Jupiter est beaucoup plus calme aujourd'hui. Les forces gravitationnelles de Saturne ont modéré la situation et la maintiennent sous contrôle. Maintenant, Jupiter est notre protectrice. Sa masse est 2,5 fois supérieure à celle de toutes les autres planètes de notre système solaire réunies. C'est une sorte de bouclier gravitationnel qui orbite autour de la partie intérieure du système solaire. Jupiter détourne les débris et les astéroïdes loin des planètes intérieures, Mercure, Vénus, Terre et Mars, assurant notre sécurité à tous. Grâce à cela, la Terre a toujours été protégée. Notre planète a donc eu suffisamment de temps pour évoluer vers des formes de vie complexes et elle n'a pas été détruite par des astéroïdes, des Jupiters chauds ou d'autres corps spatiaux. Jupiter n'est pas la seule planète qui aurait pu entrer en collision avec la Terre. Les scientifiques pensent que Mercure pourrait avoir été impliqué dans un accident avec notre planète. Mercure est la planète la plus intérieure de notre système solaire. C'est la plus proche du Soleil et la plus petite planète existante. Et elle continue à devenir de plus en plus petite. Aujourd'hui, son diamètre est inférieur d'environ 14 km par rapport à sa taille d'il y a 4 milliards d'années. Les scientifiques pensent que cela pourrait être dû au fait que le noyau de cette planète est composé de fer, et ce fer se refroidirait et deviendrait solide, ce qui réduirait lentement la taille de la planète. Mercure est la planète qui compte le plus grand nombre de cratères dans notre système solaire. Son atmosphère est très peu dense, elle ne peut donc rien faire pour protéger la planète contre les météores. Le plus grand cratère à la surface de Mercure fait au moins 1550 km de diamètre. Cela correspond à l'Europe occidentale, de l'Allemagne jusqu'au Portugal. L'objet qui a formé un tel cratère devait faire au moins 100 km de long. Avec tous ces cratères, Mercure ressemble à notre Lune. Cette planète tourne autour du Soleil plus rapidement que les autres, donc une année sur Mercure dure environ 88 jours terrestres. Cela signifie qu'on y fête son anniversaire tous les 3 mois environ. En même temps, la planète tourne si lentement sur elle-même qu'une journée sur Mercure dure presque 59 jours terrestres. Il faut attendre longtemps avant de pouvoir aller se coucher. Il y a un morceau de Mercure sur notre planète.
En 2012, une météorite verte a été trouvée dans un marché du Maroc. Les scientifiques ont étudié sa composition et ont conclu qu'elle pouvait provenir de Mercure. Mercure n'a pas de lune, à cause de sa petite taille et de sa faible gravité. De plus, la planète est trop proche du Soleil. Au fait, la seule autre planète sans lune de notre système solaire est Vénus. Mercure a une croûte très fine, comme une bonne pizza. Selon l'une des théories concernant la formation de cette planète, il y aurait eu une collision majeure au cours de laquelle elle aurait perdu la majeure partie de sa croûte. Cela pourrait aussi avoir déplacé Mercure hors de sa zone d'origine. Ce ne serait pas inhabituel. Les géantes gazeuses de notre système solaire ne se sont pas non plus formées à l'endroit où elles se trouvent aujourd'hui. Mercure a aussi une orbite excentrique, ce qui signifie qu'elle pourrait avoir été éjectée de son ancienne orbite et déplacée sur une nouvelle. Les scientifiques pensent aussi que Mercure a pu entrer en collision avec la Terre dès débuts. Selon une théorie, c'est ainsi que la Lune se serait formée, à partir de toute la matière qui se serait envolée lors de l'énorme collision. Il pourrait même y avoir eu des morceaux de la croûte de Mercure dans le mélange. Les exoplanètes Kepler 107b et Kepler 107c orbitent autour d'une étoile similaire à notre Soleil dans le système Kepler 107. Cette étoile se trouve à environ 1700 années-lumière de nous. Ces planètes ont des tailles presque identiques, toutes deux ayant un rayon faisant 1,5 fois celui de la Terre. Mais l'une d'entre elles, Kepler 107c, est presque 3 fois plus dense que l'autre. C'est parce que leurs compositions sont différentes. Certains scientifiques pensent que Kepler 107b est moins dense car elle serait un jour entrée en collision avec une autre planète inconnue. Ce choc puissant aurait emporté une partie de sa surface et laissé derrière lui un noyau très dense et riche en fer. Une énorme comète a frappé Neptune il y a environ 200 ans. Mais comme Neptune n'est pas une planète rocheuse avec une atmosphère ténue comme Mars ou Mercure, il est plus difficile de trouver des preuves de cet impact. Mais une comète appelée Shoemaker-Levy 9 a éclaté en 1994 et s'est écrasée sur Jupiter. Les astronomes ont réussi à enregistrer cet événement. Cela les a aidés à en savoir plus sur les éléments et les molécules que les diverses collisions ont laissés dans l'atmosphère de Jupiter au cours du temps. Ces informations ont permis aux scientifiques de comprendre que la quantité de monoxyde de carbone présente dans les couches supérieures de l'atmosphère de Neptune est plus élevée que dans ses couches inférieures. Cela signifie qu'une grosse comète a probablement frappé la planète dans le passé, étant donné que les comètes contiennent du monoxyde de carbone dans leur queue glacée. Quelque chose d'énorme a également percuté Uranus, changeant cette planète à jamais. Un objet spatial 2 fois plus grand que la Terre a heurté la géante de glace. Cela lui a donné l'inclinaison qu'on lui connaît. On dirait qu'elle tourne couchée sur le côté. Uranus est extrêmement froide, bien plus froide que ce qu'elle est censée être. Cela pourrait signifier que l'objet qui l'a percuté était une jeune protoplanète composée de glace et de roches. De plus, certains des débris de cette collision ont peut-être créé une fine enveloppe autour d'Uranus. Cette enveloppe retient encore la chaleur qui provient du noyau. D'étranges impulsions d'énergie bombardent toute notre galaxie et elles proviennent de l'autre côté de l'univers. Au cours de la dernière décennie, les scientifiques ont observé des éclairs de lumière bizarres se dirigeant vers notre planète. Ce phénomène s'appelle sursaut radio rapide ou FRB. Ces signaux traversent quelques milliards d'années-lumière de poussière et de gaz. C'est un chemin plutôt long. Jusqu'à présent, personne n'a découvert ce qui est à l'origine de ces sursauts. Le sable est partout. Dans tes yeux et ta bouche, dans tes cheveux, sous ton t-shirt et dans tes chaussures. Tu peux à peine te tenir debout. Le vent est si fort qu'il te fait tomber. Soudain, une rafale particulièrement puissante te plaque au sol. Tu rampes vers ta porte de derrière. Il te faut beaucoup d'efforts pour la forcer à s'ouvrir. Une fois à l'intérieur, tu te lèves et jettes un coup d'œil furtif à l'extérieur. Juste des nuages de poussière et un rugissement assourdissant. Ok, il est temps d'appeler à l'aide. Tout a commencé il y a un mois. Un jour, tu es sorti dans le jardin derrière ta maison. C'était une journée venteuse. Tu as même repéré une mini-tornade sous ton pommier. Elle atteignait à peine la hauteur de ton genou, tourbillonnant paresseusement autour des feuilles d'arbre et de la poussière. Tu as essayé de la faire disparaître en la frappant avec ton pied. Mais même après plusieurs tentatives, la mini-tornade ne voulait tout simplement pas se disloquer. Tu as haussé les épaules et tu es rentré chez toi. Le lendemain, la tornade était toujours là. Et... avait-elle grandi ? En fait, plutôt que de devenir plus grande, elle s'est élargie. À ce moment-là, elle a commencé à grignoter tes arbustes à fleurs. Cela a attisé ta curiosité et tu as décidé de garder une trace de ce phénomène inhabituel. Tu l'as mesuré tous les jours et tu as soigneusement noté toutes les informations dans un cahier spécial.
Peut-être que plus tard j'écrirai un article ou publierai un livre sur ma petite tempête, as-tu pensé? Un jour, tu es sorti de la maison et as constaté que ton pommier préféré avait été brisé. Tu n'es pas parvenu à comprendre comment cela s'était produit. La tempête semblait encore inoffensive et trop faible pour endommager un arbre de belle taille. Mais après cet accident, tu as commencé à te demander s'il ne valait pas mieux appeler à l'aide. Apparemment, il aurait mieux valu, car à peine un mois plus tard, ta mini-tempête a soudainement atteint le double de sa taille initiale. Il est dangereux de sortir désormais. On dirait que ta maison est au milieu d'une vraie tornade. Un mur de poussière et de débris t'empêche de voir le ciel. Ton jardin est en ruine, les arbres sont cassés, les buissons et les arbustes ont été arrachés du sol et envoyés voler quelque part au loin. Tu entends l'interphone sonner. Un groupe de scientifiques que tu as invités est venu à la rescousse. Tu leur montres le jardin avec ta catastrophe naturelle personnelle et constates leur silence stupéfait. Mais après ces quelques secondes de choc initial, ils se mettent au travail. Ignorant le vent hurlant, ils commencent à apporter divers équipements à l'intérieur. Tout semble très compliqué. Ta cuisine se transforme en laboratoire de recherche. On t'informe que ta maison sera temporairement utilisée par les scientifiques. Tu emportes tes affaires dans la plus petite chambre et tu regardes les professionnels travailler. Ta cuisine est remplie de gadgets qui bipent et d'appareils couverts de voyants qui clignotent. Des personnes en combinaison de protection et en blouse de laboratoire s'agitent dans tous les sens. Étonnamment, ils ne se heurtent pas les uns aux autres. Ils ne créent pas non plus d'embouteillage. Tu apportes les notes que tu as prises et les remets à un homme âgé en blouse blanche. Il te remercie comme si tu venais de lui offrir le cadeau de ses rêves. Les jours suivants passent dans un tourbillon d'activités. La tempête dans ton jardin grandit, les scientifiques semblent devenir plus sombres à chaque fois que tu les vois. Il est environ 2 heures du matin lorsque quelque chose te réveille. Tu ouvres les yeux et tu réalises que la maison tremble. Ta tornade a dû devenir si grosse qu'elle a atteint la maison. Au matin, plusieurs scientifiques te prennent à part pour t'annoncer une nouvelle désagréable. Tu dois déménager. La tempête est en effet en train de grandir. Bientôt, elle fera disparaître ta maison de la surface de la Terre. Il n'y a rien à faire. Tu es bouche bée devant ces gens qui te disent de quitter ta maison. Où vas-tu aller? Ils te disent qu'ils sont en train de construire un laboratoire de recherche supplémentaire non loin de là. Il est important de pouvoir observer la tempête en temps réel. Et il se trouve qu'il y a une pièce libre avec tout ce dont tu pourrais avoir besoin dans cette installation. Pourquoi ne pas y rester un moment? Ce serait aussi pratique pour les scientifiques. Ils pourraient avoir besoin de toi pour répondre aux questions qui surgiront sûrement pendant le processus. N'ayant pas vraiment d'autre choix, tu acceptes. Les chercheurs t'aident à transporter tes affaires dans ton nouveau logement. Tu fais le tour de ta chère maison en disant au revoir à ta table basse préférée, à ton canapé et à ton lit douillet. Les scientifiques te disent que tu n'as pas le temps de déplacer tes meubles vers un autre endroit. Le lendemain, tu te réveilles en apprenant que ta maison a disparu. La tempête l'a engloutie vers 4 heures du matin. Au cours des semaines suivantes, le tourbillon devenu adulte a avalé 2 maisons de tes voisins, la forêt voisine, plusieurs voitures abandonnées et un petit magasin de fleurs. Il est maintenant si gros qu'il se rapproche d'un grand lac à plusieurs kilomètres de la ville. Les habitants sont évacués, les autorités ont annoncé l'état d'urgence. Un jour, tu remarques que les scientifiques parlent à voix basse. Ils ont l'air encore plus inquiets que d'habitude. Tu prends l'un d'entre eux à part et essaies de découvrir la vérité. Il finit par cracher le morceau. Les chercheurs ont obtenu des preuves qui confirment leurs pires craintes. Selon leurs estimations, la tempête qui a commencé comme une minuscule tornade dans ton jardin va devenir une grande tache rouge sur Terre. Les nuages de couleur cramoisie tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à une vitesse incroyable. Sous eux, tu peux voir les teintes vibrantes de la plus grande planète du système solaire, la géante gazeuse Jupiter. Ces nuages ont été baptisés « Grande Tache Rouge ». C'est une tempête colossale qui fait rage dans l'atmosphère de Jupiter. Si tu te trouvais au centre de la tempête, les vents y seraient plutôt calmes. Mais sur les bords, la vitesse de la tempête peut atteindre 680 km/h. C'est 2 fois la vitesse des ouragans les plus rapides et les plus violents sur Terre. Au fil des décennies, la taille de la tache rouge a changé. Actuellement, elle est 1,3 fois plus large que notre planète. Les racines de la tempête s'élèvent jusqu'à 320 km dans l'atmosphère de la géante gazeuse. Sur Terre, un cyclone tropical moyen ne s'étend généralement pas sur plus de 15 km, de la base de la tempête jusqu'à son sommet. Ce phénomène unique sur Jupiter existe depuis si longtemps
car la planète n'a pas de surface solide. Elle est constituée de couches de nuages composées de vapeur, de glace d'eau et d'ammoniac. En dessous, il pourrait y avoir un océan d'hydrogène liquide. Notre planète est solide, et les ouragans ralentissent et se désagrègent dès qu'ils descendent assez bas pour toucher la surface. Mais la grande tache rouge n'a nulle part où toucher terre. C'est pourquoi elle continue à faire rage. Les scientifiques t'annoncent aussi la chose la plus bizarre et la plus alarmante à propos de la tempête dans ton jardin. Au lieu de s'affaiblir et de disparaître, il y a plusieurs semaines, elle est devenue plus grosse et plus puissante. Même les spécialistes les plus expérimentés ne peuvent expliquer ce phénomène. Après l'avoir analysé pendant des jours, ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'aurait pas dû apparaître sur Terre. C'est contraire aux lois de la nature. Il est intéressant de noter que la composition de la tempête est un peu similaire à celle de la grande tache rouge. Tu es impressionné, mais tu ne comprends toujours pas pourquoi les chercheurs ont l'air si inquiets. Eh bien, il s'avère que ta tempête, autrefois miniature, risque de devenir aussi grande que celle de Jupiter. Mais comme la Terre est bien plus petite que la colossale tache rouge, elle risque d'avaler notre planète en entier. Elle va grandir et grossir, anéantissant les villes, les forêts et les autoroutes. En même temps, elle deviendra plus puissante. Les gens devront quitter leur maison et être évacués vers des zones relativement sûres, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de zones sûres. Ce processus prendra des années, mais il sera encore trop rapide pour que les gens puissent se préparer. Il y aura deux façons de faire face à ce problème mondial. L'une d'elles est de coloniser la Lune ou une autre planète, par exemple Mars. Mais c'est un processus incroyablement long, et la tempête va englober la planète entière avant que le premier vaisseau spatial avec des gens à son bord ne quitte la Terre. Ou alors les scientifiques peuvent aussi essayer d'arrêter l'ouragan. Il existe une technologie appelée l'effet lunette de soleil. Des milliards de tonnes de gaz dense doivent être pompées dans l'atmosphère. Ce gaz absorbe la lumière du soleil et refroidit l'eau des océans, qui est le moteur de tout ouragan. Les chercheurs ne sont pas sûrs que cette méthode fonctionnera avec ta tempête. Après tout, elle ne s'est pas formée au-dessus de l'océan, mais dans ton propre jardin. La gravité de Jupiter a détruit une énorme comète. Ce n'était pas suffisant pour le monstre de l'espace. C'est une vraie catastrophe qui s'est produite. Les éclats n'ont pas volé dans des directions différentes, ils se sont alignés et se sont précipités vers Jupiter comme les wagons d'un train. 21 fragments jusqu'à 1,6 km de diamètre ont traversé l'atmosphère de Jupiter. Des boules de feu à une vitesse de 60 km/s ont bombardé la couche externe de la planète. Ils ont chauffé l'espace qui les entourait à 27 800 degrés Celsius. C'est plus élevé que la température de la haute atmosphère du Soleil et 312 fois plus chaud que ce dont on a besoin pour faire bouillir un œuf. Eh bien, je n'ai plus faim. L'impact a été comme celui d'une pierre qui tombe dans une mare. Les fragments de météorites ont formé des panaches géants à la surface de Jupiter. Les substances de sa basse atmosphère se sont précipitées vers le haut. Le processus a généré une énorme quantité d'énergie. Des jets de feu surchauffés ont été projetés dans la stratosphère. Les monstres ont laissé derrière eux des panaches incandescents de 3000 km de large. C'est plus grand que la distance entre New York et le Texas. Des traces sombres sont apparues à l'endroit où les coups avaient été portés. Elles étaient de la taille de la Terre. Le nom de la comète qui a violé les frontières de Jupiter est Shoemaker-Levy-9. La collision des corps célestes s'est produite en juillet 1994. Ça a été une sensation scientifique. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une catastrophe de cette ampleur avait été observée. Cette attaque a soulevé une question importante pour les astronomes. Pourquoi Jupiter a-t-il autant de malchance ? Les monstres de l'espace l'attaquent des milliers de fois plus souvent que la Terre ou toute autre planète du système solaire. Bon, voyons voir. Tu décides de prendre un vaisseau spatial et de voyager vers la mystérieuse Jupiter. Une sonde spatiale aurait besoin de 2 ans pour y arriver. Tu y seras en... Super, le voyage n'a pris qu'une seconde. Jupiter est en fait très grand. Cette planète pourrait contenir 1300 autres de la taille de la Terre. Elle est belle grâce aux nuages de gaz. Cette planète n'a pas de surface solide, mais il y a une tache étrange à sa surface. Elle ressemble à un énorme œil qui peut contenir 3,5 terres. Cette tempête effraie tout le monde. Elle est 10 fois plus haute que l'Everest et le vent souffle à une vitesse de 483 km/h. Elle dure depuis 350 ans. Tu ne pourrais pas te cacher d'une tempête pareille dans une voiture, alors c'est bien que tu sois dans un vaisseau spatial. Si toutes les planètes du système solaire fusionnaient pour former une super planète, le nouvel objet serait encore 2,5 fois plus petit que Jupiter. Sa grande taille affecte aussi la gravité. Les vaisseaux spatiaux utilisent Jupiter comme tremplin pour sauter. La gravité de cette géante augmente leur vitesse de vol et les aide à atteindre leur cible plus rapidement. La gravité a fait de la planète un aimant pour les comètes, les astéroïdes et les dangereux débris spatiaux.
Jupiter est un véritable super-héros de l'espace. Son bouclier gravitationnel encaisse les coups ou dévie les monstres de l'espace qui volent vers le cœur du système solaire. Les dinosaures ne seraient pas d'accord, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Et si demain Jupiter était avalé par un aspirateur géant? Je ne peux dire qu'une chose. Nous aurions d'énormes problèmes. Sans ce bouclier géant, des milliers de comètes et d'astéroïdes attaqueraient notre planète beaucoup plus souvent. La plupart d'entre eux brûlent dans l'atmosphère ou ne sont pas assez gros pour nous affecter. Mais il y a aussi des comètes et des astéroïdes plus gros. Après leur impact avec la Terre, tu pourras dire adieu à toute vie sur la planète. Par exemple, en 2009, un corps céleste s'est écrasé sur Jupiter. Il a laissé une marque de la taille de l'océan Pacifique. C'est horrible de penser aux traces qu'il laisserait sur notre planète. Très probablement, la Terre se transformerait en une boule de feu. Mais des recherches récentes menées par des astronomes suggèrent que Jupiter n'est pas un si gentil garçon. Au contraire, c'est un vilain garçon avec une fronde qui tire des comètes sur la Terre. Un physicien a utilisé des simulations informatiques. Il a trouvé que Jupiter est tout aussi capable de dévier et d'envoyer des comètes vers la Terre. Cette géante attire les objets potentiellement dangereux et ne nous protège que partiellement. Elle a déjà essayé d'assommer notre planète plusieurs fois. Il y a 66 millions d'années, un corps cosmique mesurant 16 km s'est écrasé sur la Terre. L'énergie de l'impact a mis le feu à la surface de la planète. Il a provoqué un énorme tremblement de terre et un tsunami. Une pluie brûlante est tombée du ciel sur la Terre. Il y avait des millions de tonnes de débris et de poussière dans l'atmosphère. Ceux-ci ont empêché les rayons du soleil d'atteindre la planète. L'hiver nucléaire a commencé. Cette catastrophe a entraîné l'extinction des dinosaures. Les scientifiques ont nommé ce criminel spatial l'impacteur Chicxulub. Les simulations informatiques des scientifiques de l'université de Harvard ont montré d'où il venait. Chicxulub n'était pas un astéroïde, mais une comète. Cela signifie que le noyau de son corps n'était pas constitué de pierre et de métal, mais de glace, de poussière et de gaz gelé. Elle ressemblait à une boule de neige sale qui volait dans l'espace. La météorite ne comptait pas mettre le feu à la Terre, mais Jupiter est intervenu dans son plan. Il a lancé des comètes dans notre direction. En 1770, la comète Lexell est apparue près de la Terre. La distance entre notre planète et cet objet était de seulement 2,2 millions de kilomètres, ce qui est presque rien en termes d'espace. La comète Lexell s'est approchée de la Terre plus que toute autre comète dans l'histoire de l'humanité. L'objet aurait pu interrompre toute vie sur Terre. La comète a volé trop près de Jupiter. Cette géante l'a attrapée et l'a envoyée dans notre direction. Pas terrible pour un super-héros qui protège notre système solaire. 3 ans après, la comète est passée devant nous. Elle a fait 2 fois le tour du Soleil et est revenue vers Jupiter comme un boomerang. Cette fois, le géant a poussé la comète hors du système solaire. Mais ne nous en prenons pas à Jupiter. Les scientifiques pensent que sans cette géante gazeuse, la vie sur Terre ne serait probablement jamais apparue. Jupiter a envoyé des météorites vers la Terre qui emportaient avec elles des molécules organiques et de l'eau. Ce sont les composants de base à partir desquels la vie terrestre a commencé. Personne ne sait si les comètes arriveraient avec une précieuse cargaison sans Jupiter et sa dangereuse gravité. Si tu t'envoles de la Terre vers le centre du système solaire, tu verras le Soleil. 8 planètes volent autour de cette étoile. Il y a une ceinture de plus d'1 million d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Selon une théorie, il n'y avait que le Soleil au tout début de l'existence du système solaire. Des nuages de pierre et de poussière entouraient l'étoile. Ces particules se sont attirées les unes les autres et ont formé des planètes pendant des millions d'années. Jupiter ne voulait pas de nouveaux voisins. Sa puissante gravité empêchait les pierres et la poussière de s'unir pour former des planètes. Ils sont restés des astéroïdes et se sont rassemblés dans une ceinture à l'intérieur du système solaire. Si aujourd'hui tous les astéroïdes fusionnaient en une seule planète, nous obtiendrions un corps cosmique qui pèserait seulement 4% de la masse de la Lune. Auparavant, la ceinture était densément peuplée, mais la gravité de Jupiter a projeté 99% des astéroïdes vers d'autres endroits de l'espace. Jupiter n'est pas le seul à jouer un rôle dans le développement de la vie sur Terre. Notre principal assistant est la Lune. C'est le seul satellite naturel de la Terre. Jupiter a 79 satellites et chaque année, il y en a de plus en plus. Jupiter est aussi entouré d'anneaux, mais ils ne sont pas aussi beaux que ceux de Saturne et sont pratiquement invisibles. Les anneaux sont composés de petites particules noires. Il s'agit de la poussière que les météorites éjectent dans l'espace après être entrées en collision avec les lunes de Jupiter. La Lune est responsable du flux et du reflux de l'océan. Elle régule la vie des abeilles, des poissons, des oiseaux et des amphibiens. Même toi, tu ressens l'influence de la Lune tous les jours. La fluctuation de la luminosité du disque dans le ciel nocturne régule le niveau de mélatonine dans ton cerveau. Cette hormone est responsable des rythmes circadiens qui sont importants pour bien dormir. La Lune est née d'une autre catastrophe, comme beaucoup d'autres choses dans l'espace. Il y a des millions d'années, la Terre ressemblait à une boule de lave chaude. Il n'y avait ni eau ni air. Elle était uniquement enveloppée de dioxyde de carbone et d'azote.
À cette époque, une autre planète de la taille de Mars, de nos jours, s'est écrasée sur la Terre. Les scientifiques l'ont nommée Theia. À une vitesse de 14 000 km/h, elle est entrée en collision avec la Terre. Cet impact d'une puissance incroyable a projeté des millions de tonnes de matériaux dans l'espace. Les débris se sont rassemblés en une boule, qui est devenue la Lune. Les scientifiques ont presque résolu le mystère de la Lune, mais ils ne savent pas s'il y a un noyau solide au milieu de Jupiter ou si c'est une soupe dense et chaude qui flotte dans l'espace. Jupiter a le plus grand océan du système solaire. Il est fait d'hydrogène liquide, pas d'eau. Si Jupiter était 80 fois plus gros, il se transformerait en une étoile brillante. Jupiter est un endroit unique qui ne sera jamais habité par des humains. La pression à l'intérieur de la planète est 2 millions de fois supérieure à celle de la surface de la Terre. La pression et les températures extrêmes détruiraient tout vaisseau spatial qui serait allé trop loin. Je suppose que ça veut dire que Jupiter te ferait craquer. Imagine un monde immobile et glacé. Un monde ancien, vieux d'environ 4,5 milliards d'années. Les rayons du soleil le réchauffent à peine et il est recouvert d'une épaisse couche de glace. Ce monde est plus petit que notre Lune, mais un peu plus grand que Pluton. Il s'agit d'Europe et c'est le 6e satellite de Jupiter et l'une des plus grosses lunes du système solaire. Mais le plus intéressant au sujet de ce monde, c'est qu'il pourrait abriter la vie. Les astronomes se sont penchés avec intérêt sur Europe à la recherche de formes de vie. Cette lune possède en effet un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 65 à 160 km. Il est certes caché sous une couche de glace d'une épaisseur estimée entre 16 et 32 km. Mais cette lune n'en demeure pas moins potentiellement habitable. Les astronomes nous disent que des panaches d'eau jaillissent des fissures dans la couche de glace et projettent le contenu de cet océan dans l'espace. Bien sûr, il ne sera pas facile d'aller chercher des traces de vie dans de telles profondeurs, mais les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup moins profonds, situés plus près de la surface. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Ceci présente deux avantages. D'abord, la probabilité qu'il y ait de la vie sur Europe est accrue. Deuxièmement, si c'est vrai, cela facilitera le travail des futures missions dans leur recherche de formes de vie. Il est intéressant de noter que la découverte récente de ces bassins peu profonds est le fruit d'un pur hasard. Le scientifique qui dirige les recherches, Riley Kullberg, a assisté à une présentation faite par l'un de ses collègues spécialistes des planètes. Il y montrait une photo de double crête sur la surface d'Europe. Kullberg s'est alors souvenu qu'il avait vu des crêtes similaires sur Terre. De telles formations sont rares sur notre planète, mais elles sont très nombreuses sur Europe. Des travaux ultérieurs ont suggéré que les crêtes de cette lune pourraient résulter d'un cycle bien précis, similaire à celui de la Terre. Lors de ce cycle, l'eau liquide gèle puis dégèle à l'intérieur d'une couche de glace, un environnement soumis à une pression très élevée. La calotte glaciaire se déplace alors vers le haut de manière répétée, créant une structure à deux pics. C'est du moins ce qui se passe sur Terre. Si les choses sont similaires sur Europe, cela prouverait la présence d'eau peu profonde sur le satellite. Bien sûr, la température, la pression et la composition chimique sont différentes sur Europe. Et on n'en sait pas encore beaucoup sur la nature de cette glace. Les scientifiques ne savent donc pas quelle est la profondeur ou la taille des poches d'eau, ni combien de temps il leur faut pour geler. Mais ce qui est plus ou moins clair, c'est que l'environnement sous toute cette glace est protégé des radiations de Jupiter qui frappent la surface du satellite. Ce qui, bien entendu, augmente les chances d'existence de la vie sur Europe. Nous avons évoqué le fait que l'océan d'Europe pourrait être salé. La couleur rouge des traces visibles à sa surface pourrait être due à leur composition chimique. Il s'agit probablement d'un mélange gelé d'eau et de sel. C'est assez inhabituel. Une telle composition ne correspond à aucune substance connue ici, sur Terre. Quant aux taches jaunes à la surface d'Europe, il pourrait s'agir de chlorure de sodium. Tu connais cette substance sous le nom de sel de table. Des scientifiques ont essayé de recréer les conditions qui règnent sur Europe en laboratoire. Ils ont découvert qu'en combinant de l'eau, du sel de table, des températures glaciales et une pression élevée, ils pouvaient obtenir un nouveau type de cristal solide. Cette substance pourrait exister à la fois au fond de l'océan d'Europe et à sa surface. En dehors de ces quelques faits, les chercheurs ne savent pas grand-chose. Ils espèrent obtenir davantage d'informations d'ici à 2030.
À cette date, la mission Europa Clipper, lancée par la NASA, atteindra probablement Europe. Cette mission effectuera plusieurs survols rapprochés et tentera de déterminer si une quelconque forme de vie peut y exister. La mission JUICE, ou Jupiter Icy Moons Explorer, de l'Agence spatiale européenne, se rendra également sur Europe dans les prochaines années. Mais Europe n'est pas le seul endroit du système solaire susceptible d'abriter la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail lorsqu'il digère ses aliments. Mais les scientifiques pensent que le méthane est resté stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. En 2006, il a presque entièrement disparu de la planète rouge. Et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les modèles des chercheurs. La question est donc de savoir ce qui a généré ce gaz et où il est parti. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface. Ils pourraient avoir été protégés des radiations pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions martiennes en laboratoire pour vérifier si c'était possible. Et ils ont eu la surprise de constater que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 280 millions d'années. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans ses profondeurs en forant le sol de la planète. À l'heure actuelle, l'eau ne coule pas sur Mars et les cellules et les spores se dessécheraient tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, la planète est profondément gelée. Pourtant, il pourrait exister 6 types de bactéries et de champignons sous le sol de Mars. La plus probable d'entre elles est surnommée bactérie Conan, car elle est très résistante. L'avenir nous en dira plus. Passons maintenant à Vénus. En 2020, des scientifiques ont annoncé que dans l'atmosphère toxique de Vénus, quelque chose semblait indiquer la présence de la vie. Hélas, les scientifiques ne disposaient d'aucune preuve, car ils n'avaient pas la possibilité de collecter des spécimens de microbes ni de prendre des photos. Mais ils ont affirmé avoir découvert une substance chimique appelée phosphine, et ce fut un événement important. Si ce n'était pas un élément encore inconnu qui produisait ce gaz, il pouvait s'agir d'une forme de vie microbienne. La phosphine est composée de 3 atomes d'hydrogène et d'un atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour toute forme de vie dépendant de l'oxygène, par exemple pour l'homme. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits où il n'y a pas ou peu d'oxygène, comme dans les marécages. Ce gaz est produit par des mélanges de bactéries. Il peut également être produit de manière industrielle. Mais il ne devrait pas y avoir de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et de température bien précises, ainsi que d'immenses quantités d'hydrogène. Il ne serait pas étonnant d'en trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, c'est très inattendu. Il est impossible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète. De minuscules quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages ou lorsque des minéraux sont projetés ou que des météorites pénètrent dans l'atmosphère. Mais les scientifiques ont cru en avoir observé des quantités très importantes. Cela aurait dû éveiller leurs soupçons, mais ils étaient trop heureux de leur découverte. Selon eux, cela pouvait donc signifier qu'il y avait de la vie sur Vénus. Mais même si ce gaz a été créé par des organismes, une question demeure. Comment ont-ils survécu sur cette planète ? Sur la nôtre, certains microbes peuvent vivre dans des environnements dont l'acidité atteint 5%, mais pas plus. Or, sur Vénus, les nuages sont presque entièrement constitués d'acide, avec plus de 90% d'acide sulfurique. L'atmosphère de cette planète est également 50 fois plus sèche que l'endroit le plus sec de notre planète. En 2022, grâce à des télescopes à très haute résolution, on a pu déterminer qu'il n'y avait pas de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et s'il y en avait, ce n'était qu'une très petite quantité. Nous devons donc continuer à chercher des traces de vie dans des régions encore plus éloignées. Jupiter, la planète qui tourne le plus vite de notre système solaire, où le jour ne dure que 10 heures. La plus grosse planète de notre système solaire, une géante gazeuse 300 fois plus massive que la Terre. Elle a des anneaux de poussière et des bandes colorées qui s'étendent à sa surface, qui sont en fait des gaz. Et puis, il y a la grande tache rouge. Une tempête massive qui fait rage, un énorme ouragan 2 à 3 fois plus large que la Terre entière,
Cette tempête est aussi incroyablement profonde et s'enfonce à 480 km dans l'atmosphère de Jupiter. C'est 40 fois plus profond que la fosse des Mariannes, le point océanique le plus profond de la Terre, et c'est bien plus que ce que les scientifiques avaient d'abord estimé. Les chercheurs spéculent sur la grande tache rouge depuis des centaines d'années déjà. Cette tempête tourne autour de Jupiter dans son hémisphère sud. Au centre de cette tempête géante en rotation, les vents sont relativement calmes. Sur les bords, en revanche, leur vitesse peut atteindre 680 km/h. C'est au moins 2 fois plus rapide que les ouragans les plus puissants de notre planète, qui filent plutôt à 280 km/h. Lorsqu'un ouragan se forme sur Terre, il s'emballe au début, mais tôt ou tard se met à ralentir jusqu'à se décomposer en arrivant sur la terre ferme. Jupiter a un ciel haut de 70 km. Il y a des couches de nuages sous lesquelles les scientifiques pensent qu'il se trouve un océan d'hydrogène liquide. Le noyau de la planète est censé se trouver juste sous cet océan, mais nous ne sommes pas certains de connaître sa composition exacte. D'après ce que nous savons, Jupiter est un monde gazeux, donc dépourvu de surface solide, qui pourrait arrêter la tempête. C'est pourquoi la tâche continue de faire rage encore et encore. Les scientifiques ont réalisé que la tempête change constamment de taille. Comparée aux données de 1850, elle est plutôt en train de rétrécir en ce moment. La grande tache rouge faisait autrefois 3 fois la taille de la Terre. Cela fait longtemps qu'elle n'a pas grandi. Mais alors qu'elle rétrécit, la tempête s'élève et change de couleur pour prendre une teinte orange intense, probablement à cause des réactions chimiques qui s'y produisent. De la nouvelle matière remonte du fond de la tempête. La grande tache rouge pourrait continuer à réduire et finir par disparaître dans les 10 à 20 prochaines années. Mais une autre tempête similaire pourrait apparaître ailleurs sur Jupiter si la grande tache rouge venait à disparaître. Cette tempête peut sembler très profonde, mais elle l'est toujours moins que les gigantesques jets de vent qui font rage autour d'elle et la rendent plus puissante encore. Les bandes de vent de Jupiter descendent jusqu'à 3200 km sous le sommet de ces nuages. Jupiter est principalement connu pour les conditions extrêmement venteuses des parties supérieures et inférieures de son atmosphère. La partie intermédiaire s'appelle la stratosphère et nous n'avions aucune idée de ce qui s'y passait jusqu'à récemment. Les scientifiques mesurent généralement la force du vent en observant les nuages et il n'y a pas de nuages dans la stratosphère. Mais lorsqu'une comète Shoemaker-Levy 9 est entrée en collision avec Jupiter en 1994, les scientifiques ont eu l'occasion d'étudier la structure et la composition de la comète et ses effets sur l'atmosphère de Jupiter. Ils ont découvert des vents incroyablement forts dans la stratosphère avec des vitesses allant jusqu'à 1450 km/h. Jupiter n'est pas la seule planète de notre système solaire à avoir une météo capricieuse. Mars a les plus grandes tempêtes de poussière parmi les 8 planètes. Lorsqu'une telle tempête fait rage, on dirait qu'elle crée une couverture sur toute la planète qui reste des mois. L'une des théories qui tente d'expliquer pourquoi les tempêtes de poussière sont si importantes sur Mars stipule que les particules de poussière en suspension dans l'air absorbent la lumière du Soleil et réchauffent l'atmosphère de la planète. Cela crée des poches d'air chaud, celles-ci commencent à s'écouler vers des zones plus froides, générant alors des vents. Ces vents soulèvent la poussière du sol, ce qui réchauffe l'atmosphère, rend les vents plus forts et soulève davantage de poussière. Mars a généralement une atmosphère très fine, principalement constituée de dioxyde de carbone, et les volumes des gaz de l'atmosphère martienne représentent moins de 1% de celui de notre planète. Autrefois, Mars était considérablement plus humide et plus chaude qu'elle ne l'est aujourd'hui. Cela signifie que son atmosphère était beaucoup plus épaisse. Elle a créé un fort effet de serre et a piégé la lumière du Soleil. Mars a également possédé un champ magnétique assez résistant, tout comme sur Terre. Le champ magnétique de Mars a été créé par des courants de métaux fondus dans son noyau. Mais contrairement à notre planète, l'intérieur de Mars s'est suffisamment refroidi pour désactiver son champ magnétique. Sans lui, elle n'était plus protégée du vent solaire, ce puissant flux de particules qui s'écoule de notre étoile. Il n'a fallu que quelques centaines de millions d'années, ce qui est peu dans le référentiel spatial, pour que le vent solaire dépouille Mars de la majeure partie de son atmosphère. Cela a été rapide parce que le Soleil tournait beaucoup plus vite à ses débuts, si bien que le vent solaire était plus puissant et plus énergique. Et c'est ainsi que Mars est passé d'une planète au climat chaud et humide au rocher froid et sec qu'elle est aujourd'hui. Mars possède aussi des glaciers intéressants. Ils sont à sa surface depuis des centaines de millions d'années et peuvent nous révéler des secrets sur le passé de la planète. Par exemple, c'est ainsi que nous avons découvert que Mars a connu 6 à 20 périodes glaciaires distinctes au cours des 300 à 800 millions d'années passées. Les satellites ont pris près de 60 000 images de roches de différentes tailles.
Elles étaient réparties au hasard sur l'ensemble de la planète. Si Mars avait connu une seule et longue période glaciaire, on aurait trouvé une progression de roches, des plus grandes aux plus petites, car elles s'érodent au fil du temps. Mais les roches étaient réparties en bandes claires de débris sur la surface de ces glaciers. Chaque bande marquait un flux de glace différent, ce qui signifie que chacun d'entre eux s'est formé pendant une période glaciaire différente. Ces glaciers sont comme des capsules temporelles car ils peuvent avoir toutes sortes de gaz, de roches ou même de microbes piégés à l'intérieur. Cela signifie qu'ils pourraient nous aider à comprendre les changements du climat de Mars et nous dire s'il y avait autrefois une forme de vie sur la planète rouge. En plus, nous n'avons pas besoin de forer profondément sous la croûte pour le découvrir. Tout se trouve à la surface. Si tu pouvais remonter dans le temps, mettons de 4 milliards d'années et visiter la planète rouge, tu verrais probablement des scènes chaotiques d'inondations. Les scientifiques pensent que ces méga inondations se sont produites à cause d'un énorme impact météoritique. À cause de la chaleur dégagée par cet impact, la glace à la surface de la planète a commencé à fondre. Ces inondations ont sculpté de grandes ondulations et des vagues dans la roche sédimentaire dont certaines formations font plus de 9 mètres de haut et sont espacées d'environ 135 mètres. Saturne a aussi des conditions météorologiques uniques. Les éclairs qui la frappent peuvent être 10 000 fois plus puissants que ceux que nous avons sur Terre. Le vaisseau spatial Cassini de la NASA était en orbite autour de Saturne de 2004 à 2017. Il a enregistré des éclairs si forts et si intenses qu'on pouvait les voir même en plein jour. Cassini a aussi enregistré les sons de ces orages intenses déchargés dans l'atmosphère de la planète. De temps en temps, Saturne a des tempêtes géantes qui traversent sa surface sur plus de 305 000 km. Elles encerclent presque toute la planète. Sur le pôle nord de Saturne, il y a un énorme hexagone de nuages. C'est un tourbillon de forme assez inhabituelle qui circule à des centaines de kilomètres au-dessus des nuages et s'étend profondément dans la planète. Mais Saturne a aussi un côté paisible. Tout comme Jupiter, Uranus et Neptune, elle a de temps en temps de belles aurores boréales. Les 4 planètes ont une atmosphère dominée par l'hydrogène. C'est pourquoi tu ne peux percevoir ces aurores que dans les longueurs d'onde ultraviolettes. Ces aurores boréales sont particulièrement brillantes au crépuscule et juste avant minuit. Vénus a une tempête géante qui tourbillonne dans l'atmosphère à son pôle sud. Le tourbillon est aussi grand que l'Europe et il est probablement là depuis très longtemps. L'atmosphère de Vénus se déplace 60 fois plus vite que la rotation de la planète. Vénus est aussi la planète la plus chaude de notre système solaire. Et même la pluie n'apporte aucun soulagement, car elle est composée d'acide sulfurique, qui tombe des nuages et s'évapore avant même d'atteindre le sol. Le Soleil a aussi ses propres colères explosives, sous la forme de puissantes tempêtes solaires. Elles engendrent de fortes radiations et des particules de poussière qui peuvent causer de graves dommages aux satellites qui traquent l'activité de l'astre pour nous avertir en cas de problème. De temps en temps, une tempête solaire démentielle peut nous prendre au dépourvu. Il y a environ 160 ans, une forte éruption solaire a causé de graves problèmes dans les communications télégraphiques mondiales. Il y a environ 30 ans, une éruption solaire a laissé 6 millions de personnes sans électricité pendant 9 heures. Selon une théorie, une forte activité solaire pourrait avoir causé le naufrage du Titanic. Cela s'est produit la même nuit qu'un fascinant spectacle d'aurore boréale. Certains pensent qu'une tempête solaire a peut-être perturbé les systèmes de communication et de navigation du navire, donnant lieu à l'un des plus grands mystères non résolus de tous les temps. Que se passerait-il si notre planète se divisait en 2 parties distinctes, l'une entièrement constituée de terre et l'autre d'eau? Pourrions-nous survivre à l'une d'entre elles? Et comment? Eh bien, aujourd'hui, tu as de la chance car je vais répondre à cette brûlante question. Alors imaginons que notre Terre s'est divisée en 2 planètes et qu'elles partagent la même orbite. Appelons ces planètes hypothétiques le rocher et le globe d'eau. Je sais, pas très original. Bref, commençons par le rocher, car il est beaucoup plus facile de l'imaginer. Il suffit de se demander, que se passerait-il si tous les océans de la Terre s'asséchaient soudainement? Nous savons qu'il n'y a pas de vie sans eau. Elle couvre 70% de la surface de notre planète. Il y a tellement d'eau que même si tous les océans et les mers disparaissaient, il en resterait encore, dans les nappes souterraines, les rivières, etc. Mais malheureusement, ce ne serait pas suffisant pour que nous puissions survivre. Toutes les créatures marines disparaîtraient. Après un certain temps, tous les autres animaux, les plantes et aussi bien sûr les humains, subiraient le même sort. Les forêts complètement asséchées s'enflammeraient tôt ou tard et brûleraient jusqu'à ce que tout ne soit plus que cendres. Mais bon, ce ne serait peut-être pas si grave. La vie pourrait toujours exister, sous une certaine forme. Certaines bactéries sont encore plus résistantes que les cafards. Elles sont capables de survivre dans les conditions les plus défavorables. Par exemple, les extrémophiles sont déjà en mesure de vivre sans eau.
Ces petits gars peuvent survivre dans un environnement incroyablement chaud ou acide, sans eau ni lumière du soleil. Sans eux, notre rocher deviendrait une planète vide et sans vie. Mais qui sait, peut-être qu'un jour les extrémophiles évolueront vers des formes hyper cool qui pourront survivre dans n'importe quel environnement. Mais pour l'instant, notre rocher est juste un rocher flottant en gros. Pardon ? Tu imaginais un désert aride ou une steppe brûlante ? Surprise, surprise. Cette planète est en fait extrêmement froide. Tu vois, sans eau, il n'y aurait pas d'atmosphère. L'atmosphère est constituée d'une concentration de divers gaz, dont l'hydrogène et l'oxygène. Un peu d'H et un peu d'eau. Tu sais sans doute où je veux en venir, n'est-ce pas ? Je le savais. En gros, pas d'eau, pas d'atmosphère. Et comme c'est l'atmosphère qui conserve toute la chaleur dont nous avons besoin, la planète serait très froide sans elle. Le contraste entre les endroits froids et moins froids deviendrait également très net. Tu vois, l'eau est essentiellement un stabilisateur de climat. Les océans absorbent presque toute la chaleur que nous envoie notre Soleil. Ils la répartissent uniformément sur la Terre et ainsi, celle-ci n'est ni trop chaude ni trop froide. Donc, sans eau, le rocher se transformerait progressivement en un désert froid. La température moyenne sur cette planète serait d'environ moins 73 degrés Celsius. Aux deux pôles, la température serait extrêmement basse, environ moins 184 degrés Celsius. Et même dans les endroits les plus chauds, elle ne dépasserait pas les moins 6 degrés Celsius. Ces endroits chauds, ce seraient nos anciens océans. Leur profondeur desséchée serait située beaucoup plus près du noyau de la planète. Attends, j'espère que tu n'imagines pas non plus cette planète toute couverte de neige. Nous n'avons pas d'eau du tout, tu te souviens ? C'est juste un rocher très froid. À ce stade, nous n'avons là qu'une version plus grande et plus brune de la Lune. La Lune est un morceau de terre sans eau, après tout. Eh mais qu'en est-il des volcans ? Ils représentent notre dernier espoir de chaleur, n'est-ce pas ? Malheureusement, l'activité volcanique diminue à cause du manque d'eau. Comme tu le sais peut-être, les volcans et leurs éruptions doivent leur origine à la collision de deux plaques tectoniques, la plaque océanique et la plaque continentale. Le poids de l'eau fait pression sur les plaques océaniques. Elles passent au-dessous des plaques continentales et forment les volcans. Donc sans l'eau pour faire pression, pas de volcan non plus. L'activité volcanique diminue donc considérablement. Le rocher serait une planète pleine de montagnes incroyablement hautes et nombreuses. Et chaque fois que les plaques tectoniques entrent en collision, elles formeraient de nouvelles montagnes et de nouvelles fosses. Certaines d'entre elles extrêmement profondes, comme la célèbre fosse des Mariannes. Je préviendrai bien les gens à faire attention à ne pas tomber, mais comme il n'y a plus personne... De plus, la météo, c'est fini. Sans eau, il n'y a plus de neige, de glace ou de pluie. Il n'y a même plus de nuages. Le vent soufflerait probablement assez fort cependant. Voilà le destin de la planète Rocher. Pas très reluisant tout ça. Alors, allons voir comment se porte notre globe d'eau. Il y a plusieurs milliards d'années, notre Terre était en fait entièrement recouverte d'eau. Puis, il y a environ 1 milliard d'années, le niveau de la mer a baissé. La matière terrestre est apparue. Cela a changé l'atmosphère de notre planète pour toujours. Et c'est ainsi que la vie est née. Mais que se passerait-il si elle revenait à son état d'origine ? Je vais vous le dire. Pour répondre à cette question, nous devons d'abord en savoir plus sur les planètes océaniques. Alors, à quoi ça ressemble au juste ? Ah, désolé, j'avais oublié. Nous n'en avons aucune idée. Nous n'avons pas trouvé de planètes de ce type car elles sont incroyablement rares. Je veux dire, il y a bien une planète de la constellation Ophiuchus que l'on pourrait définir comme une planète océan, mais je ne vais pas me risquer à prononcer son nom. Cependant, elle n'a pas grand-chose à voir avec ce que tu t'imagines probablement. L'eau qui s'y trouve est très étrange, c'est du jamais vu. Les scientifiques ont appelé ça de la glace chaude ou de l'eau super liquide, et c'est absolument unique selon nos connaissances actuelles. En général, cependant, les véritables planètes océaniques sont très difficiles à trouver pour diverses raisons. Ces planètes nécessitent des températures et une pression bien spécifiques. Mais bon, hypothétiquement, à quoi ressemblerait une telle planète ? Tout d'abord, bien sûr, elle ne pourrait pas être entièrement composée d'eau. J'espère que tu ne t'imaginais pas une gigantesque boule d'eau tournant autour d'une étoile. Il lui faudrait quand même un noyau, ainsi que des fondations de base. Alors, imaginons que toute l'eau de l'ancienne Terre se soit mélangée et forme désormais un immense et unique océan salé. Un véritable rêve pour les créatures marines. Mais pas pour le reste d'entre nous.
Les seuls animaux qui pourraient survivre dans cette situation, à part les poissons, sont probablement les oiseaux qui peuvent nager et se nourrir de poissons. Je pense que même si le niveau des mers augmentait considérablement, il resterait au moins quelques îlots à la surface. Ces îles seraient les sommets de nos anciennes montagnes, par exemple celui du mont Everest. Donc si ces oiseaux y construisaient leur nid, ils pourraient peut-être survivre pendant un certain temps. Mais toi et moi, que deviendrions-nous ? Eh bien, il nous resterait une chance en nous préparant à ce déluge énorme. Nous pourrions trouver refuge dans des sous-marins géants ou sur des bateaux gigantesques. Nous pourrions faire pousser de la nourriture à bord et pêcher dans l'océan. Mais sur les îles Everest, il serait peu probable que nous tenions longtemps. En cas d'accident, si nous n'avions nulle part où accoster, comment effectuer les réparations nécessaires ? Malheureusement, nous n'aurions plus d'eau potable. Elle viendrait de l'eau de pluie ou du filtrage de l'eau de mer. Il nous faudrait donc la stocker quelque part. Et tous ces récipients prendraient énormément de place et seraient extrêmement lourds. Mais de manière générale, ce globe d'eau ne serait pas un si mauvais endroit. Il y ferait assez chaud, la température moyenne y serait d'environ 10 degrés Celsius et l'écart entre les températures les plus basses et les plus hautes serait infime. De moins 29 degrés Celsius au pôle à 21 degrés Celsius à l'équateur. Comparé à la planète Rocher, ce n'est pas mal du tout. Le globe d'eau serait également légèrement plus grand que la Terre en termes de rayons en raison du volume de l'eau. Mais la densité de cette planète serait au contraire assez faible. La gravité pourrait elle aussi être un peu plus faible. Maintenant, en ce qui concerne les deux planètes, si nous les placions sur l'orbite de la Terre, après un certain temps, elles s'éloigneraient encore plus l'une de l'autre et suivraient des trajectoires différentes. Elles s'aligneraient pour ne pas entrer en collision l'une avec l'autre. Sur l'une d'elles, l'année durerait 12 mois et sur l'autre, 10 ou 11. Et c'est à peu près tout. Un fait amusant. Tout cela pourrait réellement se produire dans l'avenir. Tout d'abord, la croûte terrestre s'amincit progressivement. Moi, j'aime plutôt les croûtes fines, mais seulement sur mes pizzas. Donc un jour, l'eau pourrait vraiment inonder toute notre Terre. D'autre part, dans quelques milliards d'années, lorsque notre Soleil commencera à se dilater et à se transformer en géant rouge, tous les océans de notre planète seront totalement desséchés. Bon, on respire à fond et on se secoue. On arrête avec ce scénario. Pourquoi s'inquiéter de choses si lointaines alors que je ne sais pas où j'ai mis mon portefeuille aujourd'hui ? Voilà un problème beaucoup plus pressant.